Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette vidéo spéciale foire aux questions, spéciale 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, c'est juste complètement fou. Je pensais pas à la base quand j'ai commencé à dépasser le cap des 1000 abonnés, très franchement. Donc je vous avoue que j'ai qu'une chose à dire en réalité, c'est merci. Merci infiniment à vous tous, vous toutes. Merci aux nouveaux, à ceux qui ont débarqué sur la chaîne récemment. Merci à ceux qui se sont greffés à la chaîne il y a quelques mois. Merci à ceux qui me suivent depuis mes débuts, les plus fidèles, qui me suivent depuis mes premières vidéos. Merci pour votre loyauté, pour votre fidélité. Écoutez, j'espère qu'on continuera ce petit bout de chemin ensemble, le temps que je serai sur YouTube. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour vos commentaires, beaucoup de commentaires positifs, commentaires encourageants, commentaires qui font du bien très franchement. Et des fois, j'ose pas répondre parce que c'est des commentaires des messages tellement riches en gentillesse que j'ose même pas répondre parce que c'est tellement beau que j'ai peur, entre guillemets, de casser le truc avec une phrase random ou je sais pas quoi. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, ceux qui m'ont largué des jolis messages, donnez-moi du temps. C'est juste que j'aime bien répondre quand je suis dans de bonnes configurations, quand je suis dans un bon mood. J'ai envie de répondre, on va dire, des messages à la hauteur de ce que je reçois et pas simplement lâcher un like ou juste un merci, à bientôt. Non, je veux pouvoir répondre concrètement. Des fois, ça doit surprendre certains, mais des fois, je réponds à des messages. Quelqu'un m'envoie un message de 5-6 lignes et moi, je réponds une quinzaine de lignes. Enfin, c'est comme ça que je fais. Je vais essayer de continuer comme ça, au maximum de mes capacités au fur et à mesure que les abonnés montent. Je tiens à conserver cette proximité avec vous le plus longtemps possible. Je remercie infiniment les contributeurs et les donateurs. Sans vous, j'aurais jamais pu continuer par rapport à ce qui m'est arrivé au mois de septembre, à savoir perte du trépied, perte de mon chargeur, mon PC qui crame. Enfin, j'ai tout perdu à ce moment-là. Au même moment, j'avais claqué le peu d'économies qui me restait pour me payer un diplôme. Diplôme d'ailleurs que je voulais vous montrer. Je l'ai passé, c'est bon, c'est validé. Mais le truc, c'est que comme c'est un diplôme étranger, le temps que je le reçoive, ils prennent bien leur temps. Donc je devrais le recevoir toute fin avril, début mai. Ça qui est génial, c'est que comme dans tout, c'est que quand faut payer, alors là c'est day one, vous n'avez pas de délai. Par contre, vous, quand c'est pour recevoir le truc, là tout le monde prend son temps. L'administration, c'est quelque chose. Et comment dire, sans vous, j'aurais pas pu continuer, j'aurais pas pu investir dans un nouveau PC. Je vous avoue que c'était une aide ultra précieuse. J'ai reçu des commentaires vraiment qui transpiraient de gentillesse. Franchement, ça me bouleversait réellement. Mais je vais prendre le temps de répondre à ça. J'attendais justement de passer les 10 000, la FAQ, tout ça pour répondre, pour tout faire bien. Et là maintenant que j'ai pris de l'avance sur les vidéos, je vais pouvoir dégager du temps pour répondre parce que mine de rien, ça prend du temps. Et répondre aux commentaires, c'est pas simplement. Moi, j'ai pas envie de simplement lâcher des petits messages. J'ai envie de pouvoir répondre franchement, avec le cœur, me focus sur ce qui est écrit et répondre en conséquence. J'en profite pour remercier en plus des contributeurs, des donateurs, de ceux qui lâchent des commentaires, des abonnés, des nouveaux abonnés, des anciens abonnés. Merci à ceux qui sont présents très régulièrement pendant les lives, toujours les mêmes, toujours les plus fidèles. Merci à vous, vous êtes géniaux les gars, c'est vous qui me poussez à continuer. Et merci également infiniment à Alexis qui m'a créé mon premier logo de la chaîne. Un personnage qui met un peu trop bien en valeur, en tout cas, merci. Alexis est d'ailleurs un de mes premiers fidèles, et ça, je pourrais jamais l'oublier. Merci mon frère, sans toi, j'aurais jamais pu continuer non plus, parce que t'es un des rares à m'avoir vraiment poussé, à m'avoir, avoir toujours cru dans le potentiel de la chaîne, alors que j'ai vraiment démarré avec le minimum syndical. Donc merci infiniment à toi, je t'oublie pas. Merci également à Martin, qui est le deuxième à avoir créé ce petit logo, un logo pareil, qui là aussi me représente un peu trop bien. Et merci infiniment pour ce dessin que je vais afficher prochainement. C'est promis, je le ferai, surtout quand j'aurai mon beau setup, etc. Je veux bien le mettre en valeur pour te faire une petite pub, en quelque sorte, c'est le minimum. Et merci également à Manesson, un jeune abonné récent qui m'a produit là aussi ce beau petit logo. J'alterne les logos de temps en temps justement pour apporter un peu de visibilité aux gars, mais en tout cas, merci Manesson, t'as de l'or dans les mains, t'es super talentueux, et surtout t'es super intelligent, super généreux. Je te remercie, je suis vraiment content de t'avoir parmi les abonnés parce que c'est aussi ça que je veux souligner, c'est que j'ai la chance infinie d'avoir une commu vraiment saine, vraiment bienveillante, vraiment intelligente et j'en suis fier. C'est pas le cas de tous les vidéastes, c'est pas le cas de tous les youtubeurs. J'estime avoir la chance d'avoir une communauté vraiment saine, vraiment sympa, composée de gens normaux, de gens qui veulent avancer, qui veulent évoluer, de petits jeunes qui s'intéressent à ce que je fais, des moins jeunes qui sont, on va dire, très ouverts d'esprit parce qu'ils supportent, je veux dire, mes critiques par rapport, comme je fais régulièrement, mes critiques des boomers, par rapport à la société, etc. Enfin, j'ai un discours quand même assez critique sur pas mal d'éléments. En tout cas, je salue à fond votre ouverture d'esprit. Je salue également l'ouverture d'esprit de ceux qui me suivent sans être spécialement d'accord. Ça, c'est tout à votre honneur et ça, je tiens à le souligner. Et c'est vraiment une qualité humaine qui est vraiment quelque chose d'assez unique parce que c'est pas tout le monde qui peuvent se permettre d'écouter des gens avec qui ils sont pas spécialement d'accord. Écouter régulièrement, je veux dire, moi par exemple, je suis incapable d'écouter des gens avec qui je n'ai aucun atome crochu, je n'ai pas cette ouverture d'esprit. J'en ai une, mais pas à ce point-là. Allez, c'est bon, je m'arrête là avec les remerciements parce que ça pourrait encore durer des heures, alors je passe aux questions, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, c'est qui que vous soyez un Ghostfag qui me suit régulièrement, un abonné fidèle, un donateur, merci infiniment.
Première question de Le Chat qui rit. Cite-nous un très mauvais film que tu aimes. Perso, j'ai bien aimé Indiana Jones 4. Bah, Indiana Jones 4, en réalité, il est pas si mauvais quand on le compare avec Indiana Jones 5. Mais moi, perso, j'ai un plaisir coupable, c'est Les Bronzés 3. Je n'explique pas, je ne sais pas pourquoi j'aime ce film. Enfin, je l'aime. Même pas, je l'aime pas. Enfin, c'est même pas ça. C'est pas que j'aime bien ce film ou que je l'aime pas, c'est que je suis fasciné. Pour moi, c'est le film représentatif des boomers, mais de ce qui se fait de pire du côté des boomers, quoi. Les boomers un peu acariâtres, mesquins, pique-assiette, et je sais que tous les boomers ne sont pas comme ça, vous inquiétez pas, hein. Chaque génération a ses défauts, pareil pour la génération X, Y, Z, tout l'alphabet doit y passer, chaque génération, on va dire, a ses défauts. Moi, ma génération, bah écoutez, elle a ses défauts, celle qui va suivre aura les siens, et les boomers ont leurs défauts, c'est juste qu'actuellement, on est dans une période où, en gros, on peut se permettre de juger, on va dire, les générations, parce qu'à une époque, encore récente, on pouvait pas se permettre de juger les anciens, sans se faire déboîter la tronche. C'était comme ça que ça marchait avant. Fallait surtout pas émettre la moindre critique des anciens, quand bien même ils faisaient des conneries, parce que principe de respect machin, tout ça c'est des conneries, c'est juste que c'était une espèce de tyrannie qui disait pas son nom, en mode il faut surtout pas remettre en question ce que disaient les anciens, parce que comme ils ont de l'âge, faut dire amen à tout, quoi. Alors bon, les générations d'avant, par exemple, on nous vend la Golden Generation comme par exemple la meilleure des générations, et c'est vrai que c'était une des générations les plus admirables qui soient, dans le sens où ils travaillaient dur, je veux dire, ils se sont tapés des guerres pas possibles, ils ont subi les privations, ils ont développé une certaine forme d'humilité également, la génération née avant 45, enfin bien avant la guerre. Le truc, c'est que cette génération, faut pas l'idéaliser non plus, quoi. C'était une génération qui était très dure parce que la vie était très dure, il y avait une certaine forme de cruauté envers les gens, il y avait une brutalité infantile qui était la norme, même chose du côté de la misogynie, tout n'était pas parfait avant, quoi. Et ça, c'est le lot de toutes les générations, mais c'est juste que maintenant, étant donné qu'on vit dans une sorte de confort matériel, enfin, ça c'est pas mal relativement amélioré à absolument tous les niveaux, on peut se permettre d'avoir une certaine forme d'indépendance de pensée, une certaine forme de recul, donc on peut se permettre d'avoir une certaine forme de jugement par rapport aux générations précédentes. Et là, pour le coup, c'est les boomers qui prennent, mais vous inquiétez pas les gars, après ce sera notre tour. C'est normal, chacun doit y passer, on doit chacun, à un moment ou à un autre, affronter nos responsabilités, voilà. Bon, excusez pour la digression, mais c'est vrai que Les Bronzés 3, c'est un plaisir coupable. Je ne saurais pas dire pourquoi j'aime bien, enfin, je ne saurais pas dire pourquoi je regarde, et je ne suis pas spécialement un fan du Splendide, du moins à la période des Bronzés, parce que c'était quand même un humour très de niche, hein, un humour de boomer, quoi, un humour de gens de cette époque-là. Moi, quand je rigolais devant ces conneries quand j'étais gamin, parce que c'était l'humour communicatif où il y avait les parents qui rigolaient, tout le monde, donc vous êtes lancé dans le truc, c'est plein de good vibes, mais quand vous regardez ça avec une certaine forme d'honnêteté, vous apercevez que bah, je sais pas, je trouve pas ça spécialement si drôle que ça. Après, je préfère toujours regarder Les Bronzés plutôt qu'une comédie, je sais pas, avec Ragnar le Breton ou des mecs comme ça, quoi. Largement, je préfère des classiques, comme Le Gros des plaisirs coupables. C'est des plaisirs qu'on ne saurait pas expliquer, c'est une question de vibes, une question de moyens également, parce que c'est une comédie, mine de rien, où tu sens qu'il y a des moyens, tu sens qu'il y a du pognon, quoi. Et c'est fascinant. Je regarde ça avec un œil fasciné, parce que c'est pas drôle. Je veux dire, c'est beaucoup moins drôle pour le coup que les anciens Bronzés, parce que là, on sent bien qu'il y a une certaine forme de... Il y a un gap qui est beaucoup trop élevé, on passe des années 70 aux années 2000, et les années 2000 un peu chicos bling bling, donc il y a vraiment un gap de différence entre les deux, et c'est fascinant. Bref, c'était la petite aparté, excusez pour la digression, c'est parti pour la suite. Azrael, salut cher contributeur. Pourquoi est-ce que j'ai raison quand je dis que John Marston est meilleur qu'Arthur Morgan? Bah, je te crois pas tellement, parce que souvent c'est un peu une rengaine de mec qui veut un peu faire... Alors regardez, je suis pas comme tout le monde, je préfère John Marston à Arthur Morgan, mais... Si on doit se baser sur les critères, enfin sur chaque individu, sur les Marston et Morgan, Morgan est carrément au-dessus en termes de valeur humaine, enfin peut-être pas valeur humaine, parce que c'est vrai que non, pour le coup, Morgan est beaucoup plus méchant que Marston, de loin, c'est juste qu'on l'apprécie davantage parce qu'il part vraiment dans une vraie rédemption sur la fin, mais parce qu'il sait qu'il va, hein, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais en gros, Morgan est beaucoup plus badass, beaucoup plus viril, beaucoup plus sensible également, notamment quand on lit son manuel, son journal, quand il écrit au fur et à mesure bah, les chapitres, etc., quand il croise des animaux, quand il voit des événements un peu particuliers dans la nature, il écrit toujours quelque chose dans son journal, et il y a une certaine forme d'humour cynique, et en même temps il y a une certaine forme de poésie chez lui, et c'est pour ça que Morgan mogue carrément John Marston, même dans le Red Dead Redemption 2 d'ailleurs. Après c'est parce qu'il est plus expérimenté, il est moins jeune que Marston, mais par contre au moment de la sortie du premier Red Dead, c'est clair que Marston c'était poulet, quoi. C'était le meilleur perso qu'on avait jamais eu chez Rockstar, une personnalité, une certaine forme d'humilité, une certaine forme d'humanité qui est un peu contenue. On adorait tous Marston, et moi c'était mon perso préféré à l'époque quand j'ai découvert le jeu. Mais aujourd'hui, avec le regard actuel, naturellement, je mets Morgan au-dessus. Voilà. Question de Fabien, il t'a fait quoi le cinéma français pour que tu le détestes autant? Bah rien en fait, c'est ça le problème. Le cinéma français ne produit aucune émotion, rien, à part de l'ennui globalement. Parce que le cinéma français, bah... Vous savez quoi les gars, je vais vous teaser, je prépare une vidéo prochainement, 10 points qui prouvent que le cinéma français est le pire du monde, 10 points qui prouvent que le cinéma français est médiocre, 10 points qui prouvent que le cinéma français est catastrophique à absolument tous les niveaux. Ce sera clair, simple, concis, et je pense que personne n'aura le niveau pour contrecarrer cette vidéo.
Personne. 10 points qui prouvent que le cinéma français est médiocre. Voilà, vous allez voir quand elle va sortir, j'estime avoir des arguments en béton que personne ne pourra contrecarrer, parce que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, notamment après avoir discuté avec des fans du cinéma français, des grands défenseurs du cinéma français, et je m'aperçois que chez eux, avec le recul, il y a une certaine forme d'hypocrisie et de mensonge, et moi je vais débunker ça, parce que le problème c'est que chez beaucoup et ça c'est très courant chez les vidéastes français, c'est que les mecs, pour appuyer des arguments, ils y vont avec aplomb. Un aplomb un peu arrogant, les gens ils prennent ça un petit peu en mode wow, le mec il parle trop bien, il me rappelle trop il rappelle trop le maître d'école, je dois trop le respecter. Non, écoutez les gars, c'est pas parce qu'un mec dit un truc avec aplomb qu'il a forcément raison. Hein, ça c'est un biais psychologique que vous faites souvent avoir. Non, c'est pas parce qu'un mec parle avec assurance que ce qu'il dit est naturellement vrai, même si ça peut être au premier abord, c'est quelque chose qu'on peut prendre pour argent comptant. Et certains vont également me sortir des chiffres, des statistiques, des machins. Ça c'est pareil, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Et moi ce qui m'intéresse, c'est les faits, c'est la réalité. Personne ne va voir les films français, tout le monde se fout du cinéma français globalement, à part les cinéphiles et à part ceux qui ont beaucoup de temps, j'ai remarqué. Généralement, les fans de films français, c'est des gens qui ont beaucoup de temps libre, à savoir les plus vieux, parce qu'ils ont le temps d'aller les voir. Puis le cinéma français produit tellement de films, beaucoup trop, que naturellement, quand vous êtes cinéphile, quand vous regardez, quand vous allez au Cinoche et que vous voyez que sur 10 films proposés, il y en a au moins 5 qui sont français, ce qui fait qu'il y a au moins 4-5 films français qui sortent par semaine. Pour moi, c'est beaucoup trop. Et attention, je sais ce que vous allez dire, parce que malheureusement en France, c'est ça le problème, c'est que on essentialise tout, dans le sens où on n'est pas capable, on va dire, d'avoir une certaine forme de recul. On prend tout forcément au pied de la lettre. Quand je dis que c'est principalement les anciens qui vont voir le cinéma français, enfin des films français, je sais très bien qu'il n'y a pas 99% d'anciens qui vont le voir. Il y a aussi beaucoup de jeunes. Par exemple, l'élève du Cobu, je n'ai jamais regardé ça parce que c'est un truc pour jeunes, beaucoup de gamins vont voir ces films, je crois que ça fait des millions d'entrées, on en est je crois au 5e film, un truc comme ça, même chose du côté des films d'animation, naturellement il y a aussi beaucoup de gamins qui vont voir ça, mais je veux dire, c'est parce que je suis un peu trop prolo et trop terre à terre pour certains, mais juste le samedi soir quand vous allez au Cinoche, quand tu vas au ciné pour voir un film, tu vas voir quoi? Tu vas voir un gros blockbuster hollywoodien, c'est ce que tu vas voir le vendredi, le samedi, le dimanche soir avec ta copine, avec tes potes. Quand on pense à cinéma, on pense presque directement à Hollywood, c'est naturel, et le cinéma français, malheureusement il prend un mauvais pli depuis trop longtemps, depuis au moins les années 2010. En fait, le cinéma français, le gros problème, c'est que il ne fait plus de cinéma populaire, quasiment plus, et le cinéma populaire s'est effacé progressivement pour laisser place à des comédies et des drames qui traînent que autour de la bourgeoisie française, la bourgeoisie parisienne, bordelaise, lyonnaise, ce que vous voulez. Un cinéma qui s'éloigne de plus en plus, on va dire, des problématiques du peuple, parce que c'est un cinéma qui est devenu un cinéma de niche, puis on pourra parler d'ailleurs du CNC, tout ça machin, parce que, comment dire, il y a des tas de choses à dire, mais ça, je réserve ça pour mon top 10, mais en gros, le cinéma français, s'il y a bien un reproche que je peux faire, c'est que le cinéma français a perdu, pour moi, le truc qu'il devait garder, enfin qu'il n'a jamais eu quelque part, mais qu'il aurait dû conserver, qu'il aurait dû développer, chose que le cinéma américain sait faire, chose que le cinéma bollywoodien sait faire, c'est nous faire rêver. Le cinéma français ne fait pas rêver. Mais ça, j'en parlerai davantage, et ça, pour moi, c'est un gros problème, parce que quand vous allez voir un film, très généralement, c'est après votre journée de boulot, après... c'est pour oublier, on va dire, votre quotidien. Très généralement, quand on va voir un film, c'est pour, je sais pas, pour s'aérer l'esprit, pour voir autre chose. Eh ben non, le cinéma français, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est faire du pseudo-intellectualisme. Et bref, j'en parlerai davantage dans ma vidéo spéciale. Allez, je m'arrête là, mais en tout cas, le cinéma français, je le porte pas dans mon cœur, loin de là. Peut-être un cinéma français, un vieux cinéma français, mais bien sûr, je vais pas remonter aux années 50-60, parce que ça aussi, c'est un truc qui m'agace. C'est les puristes qui peuvent pas s'empêcher de remonter à Audiard, Gabin. Non mais oh, les gars, je veux dire, c'est bon, j'ai pas 100 ans, quoi. Je vais pas, j'ai aucun atome crochet qu'un film des années 60-50. C'est pas mon monde, c'est pas mon univers. Même les films des années 80, pour moi, c'est déjà trop vieux. Je veux dire, pour moi, le dernier cinéma français vraiment qualitatif, c'était le cinéma des années 90, 2000, 2010, comme par exemple, je sais pas, surtout 2000, comme par exemple Le Convoyeur, L'Ennemi Intime, ça c'était des gros trucs, c'était bien lourd, un long dimanche de fiançailles. En tout cas, même si je parais assez radical sur ce sujet, j'ai quand même une certaine forme de recul, et surtout j'estime simplement être dans le vrai, être dans le bon sens, être dans le factuel, et il y a simplement à voir les choix du public, et le public en général, et son cœur il bat pas spécialement pour le cinéma français, quoi. Et s'il y a bien un élément envers lequel le peuple se plante rarement, c'est sur celui de la vérité et du bon sens. Question de Challenge on the World, salut cher contributeur également. Quel excellent réalisateur à la fin de carrière la plus décevante? Je dirais que c'est Scorsese. Scorsese, son dernier grand film, c'était Loup de Wall Street en 2014. Alors, pour certains, c'est Silence, mais Silence, on va dire, c'est un peu quelque part, j'estime, une espèce de film testament. C'est un film qui est très tranquille, très sobre. On reconnaît quand même la patte de Scorsese, mais c'est pas du tout un truc avec la même ambiance et le même niveau de folie que Loup de Wall Street. Et ça aurait été très bien, je pense, comme film testament, comme film ultime, un film religieux, sur l'église ou je sais pas quoi, c'était intéressant. Mais le truc, c'est qu'il a voulu continuer. Je pense qu'il aurait dû arrêter parce que qu'est-ce qu'il nous a produit juste après?
The Irishman, une espèce de Goodfellas mais sous naphtaline, parce que vraiment ce casting est vieux quoi. Enfin c'était trop tard, nous sortir Joe Pesci, Al Pacino, Robert De Niro à 80 balais, mais ça n'a aucun sens. C'était début 2000 qu'il fallait les faire tourner ensemble, pas en 2019. On voit bien qu'ils ont 80 balais dans le film, et le pire c'est qu'ils essaient de nous faire croire que dans le film ils ont 35 ans, vous vous rendez compte? Là, dans cette scène, Scorsese c'est nous faire croire que les mecs ont 35-40 balais. Non mais sérieux. C'est un film qui sent le vieux, même dans les scènes d'action, je veux dire, on sent bien que Scorsese a plus la niaque, il a plus la moelle, même dans les scènes, regardez la scène où De Niro, il fait semblant de mettre une branlée à un pauvre épicier, regardez la scène, on a l'impression qu'il va se péter le col du fémur, on n'y croit pas une seule seconde, et c'est ça pratiquement pendant tout le film, et c'était un film qui est sorti trop tard, il aurait dû sortir début 2000, fin 2010 dernier Cara, déjà, quand, je sais plus quel réalisateur avait sorti ce film, La Loi et l'Ordre, La Loi et la Morale, je crois, je sais plus, enfin La Loi et l'Ordre, oui c'est ça, avec Pacino et De Niro, c'était déjà trop tard, on était en 2008, les acteurs faisaient déjà trop vieux. Puis la mise en scène était, on va dire, trop molle, trop chiante. Le mec est parti trop loin dans les twists, etc. Et comment dire, c'était un film qui arrivait trop tard. Et son Killer of the Flower Moon est pour moi son film le plus médiocre et le plus prétentieux parce que il est mignon, hein, Scorsese. Il commence bien dans les 10 premières minutes, c'est dynamique, machin. On se dit ah là, c'est un vrai Scorsese. Et puis après c'est 3 heures d'ennui total, enfin 2h50 d'ennui. Et le plus hypocrite là-dedans, c'est que ici Scorsese nous fait une critique des États-Unis en mode oh là là, ce qu'on a fait aux Osage, c'est pas sympa. En plus, à la fin, il se filme Scorsese lui-même pendant une espèce de où il joue un crooner avec un micro. Pareil, là, il a 90 balais. Enfin, c'est. Quand tu le vois en train de parler, en train de dire ah là là, ce qu'a fait les États-Unis, c'est horrible, aux pauvres Indiens, etc. Non mais mec. Toute ta vie, tu nous as fait la promo des marginaux, des mafieux, des escrocs, des mecs comme ça. Alors certains vont dire, ouais, mais non, mais dans ces films, on regarde bien, tous les mafieux finissent en tôle, ils se font buter, etc. Non mais ça, c'est ce qui se déroule pendant les 5-10 dernières minutes du film. On les affranchis, Henry Hill, on voit ce qui lui arrive à la fin, c'est sur les 2 dernières minutes, sur presque 3 heures de film. La majorité des gens, ils retiennent que les dingueries, les conneries que font ces mecs, les mafieux, etc. Et ça les rend cool. Et je trouve ça assez hypocrite de sa part, de débarquer à 80 balais, nous sortir, oh là, franchement... Oh là là, il est temps d'avoir des valeurs morales. Ah non mais attends mec, toute ta vie tu nous auras fait la promo d'escrocs comme Jordan Belfort, de mecs comme Henry Hill, comme tous ces mecs là, enfin je veux dire mais c'est quoi cette histoire quoi? Un réalisateur que j'apprécie, attention, j'adore ses films, hein, j'adore Les Affranchis, j'adore Casino, je surkiffe Casino, mais le discours moral, voilà, c'est à un moment le mec vient pas au bout de, je veux dire, en fin de carrière nous expliquer qu'en gros les États-Unis c'est pas bien parce qu'ils ont fait du mal aux Indiens, quand toi-même toute ta vie t'as fait la promo des mafieux et surtout quand même tu parles d'un courage, je veux dire le coup de pleurer sur le sort des Indiens alors que c'était il y a 100 ans, alors que c'est passé. Ça sert à rien. Pourquoi il a pas plutôt fait un film sur un génocide en cours, sur une vraie tragédie à l'heure actuelle? Il se passe pas des dingueries à l'heure actuelle dans le monde. Il aurait très bien pu faire un film, je sais pas, sur ce qui se passe au Congo par exemple. Il se passe des dingueries là-bas, il y a eu des millions de morts sur les 10 dernières années, je crois. Il aurait pu faire un film là-dessus. Ça aurait été beaucoup plus pertinent. Ça aurait alerté l'opinion publique. C'est ce qu'a fait par exemple Stallone quand il a réalisé John Rambo. Il a mis en scène un véritable génocide, le génocide du peuple Karen en Birmanie. Et ben c'était factuel, il a fait ça à cette époque-là, au moment où ça se passait. Et les projos ont été justement orientés vers la Birmanie à ce moment-là. Et il a pu sauver des gens justement de la Birmanie qui étaient à ça de se faire découper par la junte militaire, etc. C'était vraiment pas drôle ce qui se passait en Birmanie à l'époque, et je crois qu'encore aujourd'hui ça pète. Mais en tout cas, il a fait le boulot, Stallone. Alors que Scorsese, il arrive 100 ans en retard en mode oh là là, je vais faire un film sur les Indiens. Non mais c'est... Voilà, c'est... Et je sais que ce que je dis, ça va choquer certains, ils vont dire « Mais non, tu peux pas dire ça !» Bah si, je peux le dire, et la preuve, je le fais, et surtout, j'estime avoir raison. Le cinéma, à la base, c'est fait aussi pour transmettre des messages, et quitte à transmettre des messages, autant transmettre des messages pertinents, et pas des trucs qui parlent de ce qui s'est passé il y a un siècle, où on n'a aucune prise, aucune influence, rien. C'est il y a 100 ans, tous ces mecs-là sont morts, on peut rien faire. Et globalement, son film Killers of the Flower Moon est très chiant, très médiocre, et il aurait dû s'arrêter, il devrait s'arrêter, mais a priori, il va en ressortir un, et pour moi, c'est une bêtise, parce qu'il a plus rien à proposer, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, hein, il n'y a aucune honte à ça, au contraire, je comprends pas qu'il n'y ait pas des gens autour de lui pour dire d'arrêter, quoi. C'est même DiCaprio était ultra décevant, quoi, je veux dire, à essayer de singer Marlon Brando dans Les Affranchis, dans Le Parrain, avec sa mâchoire, où il la met en avant, c'était grotesque. Bref, il n'y a que De Niro qui s'en sortait bien pour le coup, malgré son âge. Il jouait bien le vieux, justement. Le vieux loup, quand il fait sa plaidoirie, il était très bon. Mais en soi, film oubliable, et de toute façon, vous verrez bien que dans l'avenir, de toute façon déjà, tout le monde a oublié Killers of the Flower Moon, et quand on demandera aux gens quel est votre Scorsese préféré, vous verrez que Killers of the Flower Moon, il sera peut-être en dernier de la liste. Hein. Soyons pas hypocrites les gars, arrêtons avec ça s'il vous plaît. Et quelle serait la pire suite d'un très bon film des années 80-90 par Hollywood? Bah je crois que toutes les suites, enfin tous les films des années 80, toutes les grosses licences ont été adaptées. Predator, Rambo, Rocky, etc. Mais je crois que la pire vraiment c'est Die Hard. Tu te rends compte qu'on est passé de Piège de cristal à ça, quoi. Franchement, mais
quelle honte, quelle tragédie. Die Hard One, Piège de cristal, c'était un film d'action qui est en avance sur son temps. C'était pour moi un film d'action qui était davantage branché dans les années 2000 que 80. Ouais, j'assume, parce que c'est réaliste, c'est au niveau des bastons, tout ça, c'est pas un truc ultra spectaculaire avec des coups qui font mal. Non, non, tu vois bien que McClane, il galère pour coucher des mecs. Au niveau de la mise en scène, tout ça, l'esthétique, c'est vraiment très moderne. C'est les années 80, d'accord, mais c'est des années 80 qui sont vraiment réalistes, qui sont modernes. On pourrait croire que c'est un film qui a été réalisé dans les années 90-2000, mais où l'histoire se situe dans les années 80. Bref, film absolument génial, un chef-d'œuvre absolu, pour moi bien supérieur à Die Hard 3 par exemple, et Die Hard 5, bah écoutez, no comment, hein, c'est pour moi vraiment une déchéance absolue, vraiment on est passé d'un chef-d'œuvre à un navet total, quoi. Question de You, pour toi le féminisme a-t-il un mauvais impact sur l'industrie cinématographique? Alors ça dépend de quel féminisme on parle. Si on parle du féminisme néo-bourgeois à la Barbie, oui, pour moi c'est mauvais. Si on parle également du fait, parce que ça dévie, je veux dire, ça dévie la cause féministe des vrais combats, du vrai combat de la vie quotidienne, tu vois, parce que quel est le message de Barbie finalement? À part que les hommes sont des salauds, que les femmes sont oppressées, machin, non, on ne sait absolument rien. Enfin, femmes oppressées, c'est vite dit. J'ai remarqué les gens qui me sortaient que Barbie, c'était un film qui était provocateur. Quoi, c'est des gens qui n'ont pas, je veux dire, qui n'ont pas subi un quart d'injustice dans leur vie, quoi. Franchement, s'il fallait faire un film vraiment ambitieux et réellement révolutionnaire, ce que voulait... si Greta Gerwig voulait vraiment faire un film pertinent, elle aurait davantage axé, je veux dire, son film sur, par exemple, des problématiques sérieuses, comme par exemple l'augmentation du coût de la vie, l'insécurité, ce genre de trucs, des trucs qui touchent les femmes de la vie quotidienne, j'imagine aux États-Unis autant qu'en France. Or non, là on est dans un truc typiquement hors sol, comme la bourgeoisie sait bien nous proposer, et donc pour moi un féminisme comme ça c'est aussi improductif qu'obsolète. Et un autre féminisme que je trouve grotesque, c'est par exemple les trucs genre Captain Marvel, ou des films ou d'action où des meufs de 60 kilos arrivent à coucher des mecs de 80-90 avec une patate, on n'y croit pas une seule seconde. Si vous voulez voir pour le coup un vrai film réaliste avec une meuf qui sait pour le coup vraiment se battre, vous regardez Piégé avec Gina Carano, parce qu'elle c'est une championne de MMA, tout ça, elle sait super bien gérer les bails, mais en soi les films, on va dire, qui mettent en scène des meufs super badass qui défoncent tout le monde, j'y crois pas une seule seconde. Pour moi c'est grotesque, hein, tout comme mettre en scène des One Man Army qui défoncent 250 000 mecs à la chaîne, même ça j'ai du mal à y croire. Alors après, à chaque film, à chaque époque, on va dire son concept. Dans les années 70, ça pouvait pas exister parce qu'ils étaient trop dans un cinéma réaliste. Aujourd'hui, on va dire, bon, bah, c'est dans le spectaculaire, tout ça, ça peut être fun, pourquoi pas. Mais personnellement, j'y crois pas, c'est pas mon truc. Et ça fait croire, on va dire, à des petites nanettes qu'elles aussi, elles peuvent faire l'affaire dans la rue, contre des mecs vraiment énervés. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors évidemment, je sais qu'il existe des meufs qui sont des exceptions, des forces de la nature. J'en ai connu. Mais c'est des exceptions. Par exemple, j'ai flirté une fois avec une championne de boxe, de kickboxing, elle était d'une puissance de dingue, je pense qu'elle aurait pu m'arracher la tête avec juste une droite. J'ai eu une ex qui était super stock, qui faisait 1m50, 45 kg. Les gars, je vous jure qu'elle me défonçait au bras de fer. Elle avait une poigne 2 fois plus forte que la mienne, alors que pourtant j'ai un bon grip. Je veux dire, je suis quand même... En sport, ça va, je me débrouille pas mal, je peux faire une bonne quinzaine de tractions à l'aise, je suis quand même assez solide, et bah pourtant, elle me niquait en force, que je veux dire, en bras de fer, elle arrivait à me coucher, quoi. Alors que pourtant, elle avait jamais fait de muscu de sa vie, jamais rien, et pourtant, bah, garanti qu'il fallait pas trop l'énerver, quoi. Petite, mais très costaud, quoi. Mais ça, c'est des exceptions, quoi. Mais bon, bref, je m'égare, excusez pour la digression, mais je trouvais ça sympa, quelque part, c'est un hommage à ses filles, parce que ça prouve qu'effectivement, il y a des nanas qui sont vraiment stock, je suis pas en mode essentialiste à dire à fond, ah non, toutes les meufs sont faibles et fragiles, non, non, il y a des exceptions, mais, comment dire, le féminisme au cinéma, pour moi, c'est ni négatif ni positif, c'est juste, on va dire, comment dire, ça fait partie... Oh, si, quelque part, ça peut être un peu négatif, ça dépend, encore une fois, quel féminisme on met en avant. En tout cas, écoute, je sais pas si je réponds concrètement à ta question, je pense que ça mériterait une vidéo à part entière. Question de Je suis Thanos, un petit jeune que je salue, petit jeune de 20 ans. Salut Matt, j'espère que tu vas bien mec. Quel est ton plus grand rêve? Pas très original, j'avoue. Alors, un rêve personnel, si j'ai un rêve perso, genre j'ai un génie qui arrive et il me dit, bon écoute, toi, t'as un rêve à accomplir, mais c'est un rêve qui te concerne que toi, ça concerne pas les autres, c'est que pour ta gueule, donc tu fais ce que tu veux tant que ça ne concerne que toi. Genre, je sais pas, améliorer ton QI, augmenter ta taille, ce que tu veux. Bon bah, ce que je choisirais, ce serait remonter le temps 15 ans en arrière avec mes connaissances. Voilà, je saurais qui éviter, je saurais quoi faire, je saurais quels écueils éviter dans la vie pour pas perdre de temps, etc. Je reviendrai 15 ans, voire 10 ans en arrière avec mes connaissances pour esquiver toutes les conneries que j'ai faites. Ce serait un bon truc. Et si j'avais un rêve, on va dire, plus global, à la Miss Monde, bah, ce serait arrêter les guerres, guérir certaines maladies, ce genre de trucs qui pourrissent la vie, ou augmenter l'évolution de la médecine de 20 ans tout de suite, là, bam, ça y est, on progresse de 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire 100 ans, pourquoi pas, au niveau de la médecine. Et voilà, si j'avais un rêve, un grand rêve comme ça, bah, ce serait effectivement un truc collectif,
on arrête les guerres inutiles qui servent à rien, ou plutôt on force tous les mecs qui poussent à la guerre à aller se foutre sur la gueule dans des arènes. Moi j'aimerais bien faire ça, plutôt que d'envoyer des jeunes de 20, 25, 30 ans, 40 ans crever pour les comptes de mecs de 50, 60, 70, bah justement on prend ces mecs là dans une arène, on les fait se foutre sur la gueule, et puis après on détermine qui est le gagnant, etc. Ce serait plus noble, je pense, plus sain. Donc voilà, ce serait un de mes grands rêves. Si tu avais la possibilité de réaliser un film, quel genre ce serait? Bah ce serait un truc, on va dire, social, ou une comédie, quelque chose comme ça, une comédie sociale, mais une comédie vraiment drôle, et quelque chose en lien avec la vie quotidienne, la vie des gens normaux. Je pense que ce serait intéressant, ce serait un bon concept. Tu es content de l'évolution de ta chaîne YouTube? Bah carrément mec, et puis surtout je suis content de ma communauté, c'est ça le plus important, je suis content de vous, je suis content de vos commentaires, je suis content de la qualité de vos interventions, je suis davantage fier de vous avoir vous que d'évolution de la chaîne en elle-même. Et 10 000 abonnés, bah écoute, j'en suis très fier, et ça, c'est grâce à vous aussi, hein, donc merci à toi, et puis, parce que t'es un des fidèles depuis mes débuts, donc merci infiniment. Un film qui te remonte le moral lorsque tu as un coup de mou. Alors, pas un film en soi, mais des scènes, les scènes d'entraînement de Rocky, surtout Rocky 4, ça c'est un truc, c'est un remède contre la dépression. Cette scène, c'est un antidépresseur, et il n'y a qu'à lire les commentaires anglophones sous la vidéo pour comprendre que Stallone a vraiment sauvé, mais littéralement, l'esprit, la vie de centaines de milliers de personnes, parce que c'est tellement motivant, ça donne tellement la niaque, c'est les premières vidéos motivation, ces trucs-là, les scènes d'entraînement de Rocky, que pour moi ça peut pas être oublié, quoi. Ça peut pas être balancé d'un revers de la main. Ce qu'il a fait, c'était révolutionnaire en se mettant en scène pendant des entraînements où il souffre, où il galère, où il progresse, c'est juste génial. Et en ce qui concerne des films, par contre, je citerai à la rigueur The Full Monty ou la trilogie Cornetto. Les Anglais sont très bons en comédie, parce que comme ils ont globalement un temps de merde, une bouffe dégueulasse, etc., ils ont intérêt à avoir des bonnes ressources pour supporter la vie. Et ils sont très bons en humour, donc je conseille des films comme The Full Monty, comme la trilogie Cornetto, ou encore une excellente série comme White Gold, super drôle. Les Anglais, pour moi, c'est les meilleurs en termes d'humour. C'est les meilleurs en termes d'humour, mais nous, en termes de doublage, on est les meilleurs en termes de doublage sur les films anglais. Je peux regarder des comédies anglaises, mais par contre avec un doublage français. Pour moi, c'est le meilleur mix. En tout cas, sache que tu es une source d'inspiration pour moi, et c'est sincère, t'as l'air super cool, droit dans tes pompes, ça doit être super de taper une discute avec toi, la bise mec. Bah écoute, j'espère qu'on aura l'opportunité de discuter tous les deux, et puis également avec d'autres abonnés, parce que c'est un truc que je compte faire, de toute façon une IRL avec tout le monde, et bah écoute, j'essaye d'être droit dans mes pompes, j'essaye d'être honnête, j'essaye d'être moi-même surtout, de toute façon je peux pas faire autrement, je suis trop con pour jouer un personnage, et comment dire, c'est vrai que je suis inspirant pour pas mal de jeunes, parce que j'ai tellement foiré de trucs dans ma vie, je me suis tellement planté sur tout. Et puis je suis tellement positif que, en gros, je suis inspirant, parce que les gamins ils me regardent en mode ah ouais d'accord, écoute, bah explique-moi comment t'as fait pour que j'évite de faire tes conneries. Et c'est vrai que ça c'est bien pour les gamins, c'est pratique, parce qu'il y a deux types d'exemples pour les gosses. C'est les Yes Life qui ont réussi, et souvent les mecs qui réussissent, c'est des mecs qui avaient déjà tout pour réussir, un physique d'alpha, une famille soudée, un potentiel génétique de dingue, génétique, intellectuel, ce que tu veux. Souvent ils démarrent avec de l'argent. Des self-made man qui démarrent avec rien, il y en a très peu. Par contre, des gars comme moi qui sont des prolos, qui ont vraiment mais rien pour eux, que je veux dire, j'ai aucun talent, je ne sais pas maîtriser un seul instrument de musique, je n'ai aucun savoir-faire, j'ai eu mon bac pro, vraiment pile poil, je veux dire, à la moyenne, vraiment j'étais complètement nul en cours, j'étais vraiment naze. Je veux dire, que ce soit en calcul, en français, je suis bon à rien. Mais par contre, ma qualité, c'est que j'ai un cœur et j'ai une certaine forme d'intelligence, mais une intelligence presque, comment dire, une intelligence sociale, quoi, en quelque sorte. C'est peut-être un de mes rares talents. Et les seuls trucs que j'ai réussi dans ma vie, c'est mes rapports, on va dire, amoureux et personnels. Professionnels, scolaires, ça a toujours été plus ou moins chaotique. Professionnel, je m'en sortais, hein, mais juste dans des boulots, on va dire, d'esclaves, de subalternes. Là, je m'en sors très bien, je veux dire, où il n'y a pas de responsabilité, où je fais des trucs vraiment très basiques. Mais, comment dire, ce qui plaît chez les jeunes avec qui je parle, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes avec qui je discute, avec qui j'ai des correspondances, puis c'est quelque chose que j'aime bien, parce que ça permet de rester jeune, en quelque sorte. Bah, ce qu'ils voient, c'est entre guillemets un mode... ce qu'ils voient en moi, c'est quelqu'un qui a une certaine niaque, une certaine positivité, et puis un gars qui essaye un petit peu de se démerder avec pas grand-chose, et ça, c'est vrai que c'est inspirant. Et moi, par exemple, j'ai toujours été inspiré justement par les self-made man, les mecs qui partent de rien pour arriver au sommet. Bon, attention, je me compare pas à eux, hein, pas du tout, mais pour moi déjà, déjà si je peux juste m'élever au-delà du salaire minimum dans un futur proche, juste un peu au-dessus, pour moi, c'est déjà une victoire sur la vie. Pour moi, c'est déjà énorme, j'ai des objectifs très simples, j'ai des objectifs pas trop, je veux dire, pas très... évidemment, si je peux accéder à des trucs de dingue, forcément, je vais pas me gêner, mais c'est pas, on va dire, mon moteur principal. J'estime déjà avoir vécu plein de trucs de dingue, plus que certains. Ce qui est le plus important pour moi dans la vie, c'est vraiment les potes, les copines, je veux dire, ma meuf, mes ex. Enfin, je veux dire, c'est tous les gens qui ont partagé ma vie, je sais pas, pour moi, c'est ça, on va dire, ma victoire. Mes souvenirs, ce que je vais me créer. Pour moi, l'important, c'est vraiment les gens. C'est mon entourage.
c'est davantage ça qui me motive qu'autre chose, plutôt que, je sais pas, une bagnole, du fric, je sais pas, la fame, le succès, machin, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, j'espère réussir simplement pour me mettre bien moi, bien évidemment, pour me mettre en sécurité, etc. Mais aussi pour aider mes potes, aider mes proches, des gens à qui j'ai envie d'envoyer du pognon. Il y a des ex-amis, des ex-copines que j'ai envie d'aider, et j'espère que dans le futur, je pourrai faire ça. Enfin, Bon bref, je m'égare, mais en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, juste, ne lâche rien, continue à avancer dans la vie, crée-toi des souvenirs, fais du sport, rencontre des gens, voyage, fais des trucs qui vont te créer des souvenirs positifs dans la vie, parce que faut pas trop regarder dans le rétroviseur dans la vie, mais quand on regarde de temps en temps, parce que forcément on le fait tous, vaut mieux le faire en ayant des bons souvenirs et des souvenirs radieux derrière soi, parce que c'est vraiment ce qui permet d'aller plus loin, d'avancer. Enfin moi perso, quand j'ai un coup de mou, je regarde derrière, je regarde surtout les bons côtés, et ça m'aide à avancer. J'aurais pas expliqué pourquoi, mais... Question de Sophie, que feras-tu si tu atteins le million d'abonnés? Ça n'arrivera jamais, mais si j'atteins par miracle un jour les 100 000, on se fait un IRL, je sais pas, voilà, j'organise un rencard dans un bistrot, on se fait un truc, une bonne bouffe, je sais pas. Et si, allez, admettons, j'atteins le million, on se fait, je sais pas, une soirée, un Airbnb dans un chalet, je sais pas quoi, un truc fun. Je trie sur le volet les gens voilà, les moins sensibles à faire des conneries. Je recrute ceux qui savent jouer au poker, ceux qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, ceux qui sont assez chill, et on se fait un bon week-end bien fun. Question de Louis, ton âge et ton travail. Alors mon âge, j'ai 33 ans, et mon travail, actuellement c'est vidéaste à plein temps. Là prochainement, je vais pouvoir je vais pouvoir travailler comme coach sportif. J'attends de recevoir mon diplôme. Et comment dire, avant ça, je faisais que des boulots, on va dire des boulots sous-qualifiés, même pas non qualifiés, sous-qualifiés. Après, si je prenais ces boulots, c'est parce que j'avais pas le choix, j'avais pas de qualification, mais c'était aussi quelque part pour m'éviter une certaine forme de stress inutile, parce que j'aurais pu, en forçant, en faisant ce qu'il faut, en léchant des culs, j'aurais pu avoir des postes, on va dire, un peu plus élevés dans la hiérarchie, mais ça aurait voulu dire beaucoup de responsabilités, ça aurait voulu dire du stress, et ces responsabilités et ce stress, ça aurait eu une mauvaise influence sur moi. Je suis pas fait pour ça, je suis pas bâti pour, pour ce genre de choses. J'aime bien être dans mon coin, ou bosser avec d'autres, mais je veux dire, en ayant des choses simples à faire, parce que je peux pas faire autrement, de toute façon, en termes de mindset, et le stress, et on va dire, les trucs comme ça me rend négatif, ça me rend mauvais, ça me rend méchant, c'est pas pour moi. Donc voilà, j'ai préféré laisser ça à d'autres. Alors j'ai préféré vivre petitement, avec peu de pognon, peu de possibilités d'évoluer, peu de marge de manœuvre, mais ça me permettait, on va dire, d'être plus agréable en société. Bref, voilà. Bonjour Matt, salut à toi Joe, t'es un fidèle, toi je te vois régulièrement, salut à toi. Toi qui aimes Oliver Stone, as-tu vu The Doors et quel est ton avis? Je l'ai pas encore vu, j'en suis désolé. Je sais qu'il est génial, tout le monde m'en dit du bien, mais je l'ai pas encore vu. Et je le regrette, mais ça viendra. Ça viendra. Question de Valéo, salut cher contributeur, également cher ami, parce que toi tu fais partie vraiment de mes abos préférés, je le dis franchement. J'ai quelques abos fétiches que j'adore, et Valéo franchement c'est la plus grande surprise de l'année. Vraiment super intelligent, super humble, super fun, grande intelligence sociale, excellent gars, continue comme ça. Penses-tu que l'on aura droit à une période de jeux vidéo au ton aussi adulte que certains films au cinéma? Je pense que oui, de toute façon, avec l'évolution, plus les jeux vont devenir réalistes, plus ça va devoir être sérieux. Tu prends Red Dead Redemption 1, même si pour l'époque il était super réaliste et bien fait, on n'était pas encore au top du top au niveau du réalisme, à l'époque ils le savaient. Tu compares avec Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2 est beaucoup plus sérieux, même s'il y a de l'humour également, c'est assez cynique, mais c'est beaucoup plus mature, parce que c'est réaliste. Et tu peux pas faire un truc trop cartoonesque et trop fun dans quelque chose de trop réaliste. Tu peux au mieux mettre des scènes fun qui sont en lien avec la vie de tous les jours, la vie quotidienne, parce qu'il y a des moments drôles dans la vie, tu te casses la gueule, je sais pas, il t'arrive, je sais pas, un quiproquo, bon ok c'est drôle, mais c'est, ça va être compliqué de rendre, d'accentuer les bouffonneries dans des trucs trop réalistes. Et quand GTA 6 va arriver et que ça va plomber le jeu vidéo, on n'aura pas d'autre choix que d'avoir des jeux matures. On ne pourra pas se permettre de faire des trucs trop fun devant des simulateurs de réalité virtuelle, quoi. Donc ça se dit, simulateur de réalité virtuelle? Ouais, bon bref. En tout cas, je pense que dans l'avenir, le ton sera beaucoup plus adulte parce que les jeux seront beaucoup plus réalistes. À condition que les studios acceptent de se mettre au niveau de Rockstar. Et ça, c'est notre histoire. Jacques Follet, quel est le plus important entre le script, les comédiens ou l'esthétique pour un film? Je dirais le script, parce que l'esthétique, par exemple, tu prends Max Payne et Die Hard 5, c'est des films de merde, on est d'accord, mais l'esthétique est super soignée. John Moore, ça a beau être un réalisateur de chiottes, au niveau de la photographie et de la mise en scène, il est très propre, il est très carré.
mais ces films sont tellement indigestes en termes d'acting, en termes de script, que tu oublies complètement que le film est beau. Même chose pour The Spirit, le film est très beau, mais le script est pourri, je veux dire, l'histoire est complètement naze, et bah le film je l'ai oublié, alors que le film est très beau. Les comédiens encore, ils peuvent bien jouer, mais c'est frustrant de savoir qu'ils jouent bien dans un film à la con, qui a un script foireux et une esthétique passable. Encore l'esthétique, franchement, pour moi, c'est secondaire, honnêtement. Le plus important, c'est le script, parce que le script, c'est davantage ça que tu vas retenir plutôt que la prestation des acteurs et l'esthétique. Parce que le script, c'est l'histoire, c'est tu peux la réinventer dans ta tête, tu peux l'imaginer dans un autre film, elle peut être réadaptée ailleurs. C'est, comment dire, le script, c'est vraiment pour moi le plus important. Question de Ryu. Hello Matt, connais-tu ou as-tu regardé des séries comme Spartacus et The Following? Si oui, qu'en as-tu pensé? Je n'ai vu Following, mais j'adore Spartacus, j'avais bien aimé, c'est une espèce de Game of Thrones avant l'heure. D'ailleurs, malheureusement, rip à l'acteur principal qui jouait Spartacus dans la première saison, il est mort peu après la première saison, donc voilà, repose en paix l'ami, hein, t'étais super en Spartacus. Si tu devais choisir un seul film à garder, je dirais Rocky, parce que c'est un film qui est inspirant, et c'est un film à montrer à tous les jeunes, parce que Rocky c'est un modèle d'inspiration, un modèle d'humanité, un modèle d'humilité, de gentillesse, de bravoure, de droiture. Pour moi, c'est le film parfait à ce niveau-là. Que penses-tu du concept de happy end dans les films? Est-ce que c'est réellement une stratégie? Est-ce que c'est la stratégie la plus vendeuse? Ou il y a des contre-exemples? Alors les happy end, moi je vois ça davantage plus comme un but, on va dire de good vibes. Parce que quand tu vas voir un film, contrairement aux amateurs du cinéma français, c'est généralement pour te détendre, pour te relaxer, pour voir des trucs, pour en prendre plein la gueule, pour ressentir des émotions. Et le truc, c'est que quand t'as eu une journée de merde, que t'as eu un boulot dur, que t'as payé ta place 15 balles, t'attends un minimum, t'en attends un minimum en termes de fin, quoi. Et c'est vrai que terminer un film, ok de façon classique, où le héros finit avec la gonzesse, où ça finit bien, bah c'est peut-être pas très original, mais au moins tu quittes le film sur des good vibes. Que quand un film se termine avec la même fin que Don't Look Up ou Prédiction, bah, tu rentres chez toi, t'es pas très bien, quoi. Alors après, t'as des bad ends qui sont super bien réussis, comme par exemple celle de The Mist, qui est géniale, mais c'est une bad end qu'on doit avoir que un petit peu avec parcimonie, quoi, au compte-gouttes. J'estime que les happy ends, ça doit être la norme, parce que justement, bah, déjà pour un point de vue, pour le mindset, c'est bien pour la plupart des gens. Puis voilà, d'un point de vue moral, j'estime que c'est important d'avoir une happy end, et je pense qu'effectivement aussi, sur un point de vue pécunier, sur un point de vue économique, je pense que c'est mieux effectivement de terminer sur une happy end, parce que bah, ça parle à tout le monde, aux familles, aux gens, voilà. Les bad ends, c'est vraiment généralement réservé à des publics avertis. Un film à conseiller qui te fait chavirer la tête pour son scénar et sa mise en scène, et pas très connu du grand public, je dirais Le Territoire des loups, film bouleversant mais à fond, qui m'a fait chialer toutes les larmes de mon corps, un des films les plus puissants et des plus émouvants que j'ai vus, c'est un film de mec, attention, pas un film de meuf. J'estime que si tu pleures pas à la fin de The Grey, du Territoire des loups, c'est que t'as pas d'âme. Voilà, je le dis franchement, si vous pleurez pas devant The Grey, c'est que votre sensibilité humaine, honnêtement les gars, posez-vous des questions, parce que c'est un film qui prend aux tripes, qui montre... j'ai jamais vu un film aussi brillant du point de vue de la nature humaine et de la nature masculine, surtout. Un film juste merveilleux, avec des clichés qui sont bien gérés, avec un tempo qui est vraiment fluide, un film qui ne dit pas réellement son nom, qui se veut bien plus profond qu'il n'y paraît, qui est pas du tout un film d'action basique. Les loups sont... La première fois que je l'ai vu, je l'ai détesté. Je me dis putain, c'est quoi ce film de merde? Les loups, ils sont où? Moi, je veux voir des bastons, je veux voir un truc de survival. Mais c'est un film qui est bien plus profond que ça, qui est bien plus touchant. Le personnage d'Otway, qui est joué par Liam Neeson, pour moi, c'est son rôle le plus marquant. Tous les personnages ici ont une âme, ont une humanité, et c'est un film vraiment, mais je vous le dis, qui me fait chialer. La scène des portefeuilles, mais j'ai rarement autant pleuré de ma vie, quoi. C'est vraiment un film à montrer aux hommes, aux papas, aux vrais mecs, hein. C'est un des films les plus virils que j'ai vu, un des plus virils et les plus touchants, mais pas viril dans le sens prédatorien du terme, hein. C'est autre chose. On est dans le réalisme, on est dans l'humanité la plus absolue, quoi. Et l'humanité dans ce qui se fait de plus beau, quoi. C'est dur, c'est horrible, c'est violent, c'est sans pitié. C'est un film qui est juste parfait, comme tout ce que fait globalement Joe Carnahan. Merci encore une fois pour toutes les refs de films et la passion que tu véhicules dans tes vidéos, c'est inspirant pour percevoir autrement une œuvre cinématographique, ça invite à penser à tous les détails auxquels on ne songe pas du tout. Merci à toi mec, merci infiniment et j'espère continuer à vous transmettre cette petite passion. Question de Bounce. Salut Matt, première question, quels sont les livres qui t'ont le plus marqué? Deuxième question, quel livre conseillerais-tu aux collégiens de 14-15 ans? Bah écoute, moi je pourrais te parler des livres qui m'ont marqué, à savoir des bouquins comme les bouquins de Bukowski qui m'ont vraiment aidé. Ils m'ont aidé vraiment à tenir le coup dans la vie, parce que m'ont fait comprendre qu'avoir une vie de merde, comment dire, on peut surmonter ça et on peut limite en rigoler, quoi. Et ça changeait vraiment du gros des bouquins que je disais, où on mettait en scène que des yes life, des mecs qui avaient tout pour réussir, etc. Et là, je voyais un mec qui me ressemblait, un galérien, boutonneux, que personne n'aimait, etc., qui a fait que des boulots d'esclave, et je me reconnaissais en lui. Et je me reconnaissais dans ses peines, dans son mindset. J'adore Bukowski. Et surtout, il a une âme, une poésie qui me touche. Et je pense que c'est peut-être le seul auteur qui m'a vraiment initié à la poésie, même si je suis pas un poète. Mais entre guillemets, il m'a transmis cette fibre poétique, qui m'a beaucoup aidé au niveau des meufs, tout ça.
Et comment dire, Bukowski vraiment c'est celui qui m'a le plus aidé, mais c'est personnel. C'est pas un écrivain que je recommande à tout le monde. C'est un écrivain vraiment qui s'adresse à un public particulier, un public assez borderline, mais c'est aussi quelque part un auteur qui s'adresse aux femmes. J'ai remarqué que c'est l'un ou l'autre. Il s'adresse aussi bien aux mecs un peu borderline, un peu à la marge, les marginaux, comme les femmes, et de tout style social confondu. J'ai remarqué que beaucoup de meufs, enfin j'ai lu pas mal de nouvelles de Bukowski à des meufs qui étaient, on va dire, dans des, qui appartenaient à des conditions sociales, on va dire, assez élevées, et elles ont tout adoré, parce qu'elles aimaient bien l'humanité et comment dire, le rapport à la vie que dégageait Bukowski, une simplicité et en même temps un rapport comment dire, concret par rapport aux femmes, par rapport aux gens. Et moi, mine de rien, c'est, on va dire, un style que j'ai adopté dans la vie quotidienne. Et c'est ça, justement, quelque part, qui m'a aidé à développer une certaine forme de facilité avec les meufs, parce que j'ai, on va dire, développé j'ai développé des skills que j'ai un peu glanés dans le style bukowskien. J'ai adapté ça, bien sûr, à ma personnalité. Bon, bref, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce que je peux conseiller aux jeunes et aux gamins, alors je conseillerais 2 bouquins, plutôt. Non, je conseillerais 3 types de bouquins. Les livres de Jules Verne, vraiment, c'est... pour moi, Jules Verne, c'est la perfection littéraire française, incarnée. C'est même pas un auteur français, c'est un auteur américain. Parce que le mec, il voyait 100 ans en avant. C'était un auteur de science-fiction comme on n'en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Le mec était un visionnaire. C'était quelque part une espèce de... C'était un peu le père du steampunk, comme m'avait rappelé un abonné. C'est également lui qui avait plus ou moins théorisé le principe du nucléaire, notamment via le... C'était Philippe qui m'avait rappelé ça. Je te remercie, un de mes abonnés que j'adore. Salut Philippe, qui est mon boomer préféré, qui m'avait expliqué que dans... 20 milieux sous les mers, en gros le Nautilus, il tourne à l'énergie nucléaire. Alors en soi, bien sûr, Jules Verne n'avait pas théorisé comment fonctionne le nucléaire avec la physique machin, non, mais le mec dans sa tête, il avait imaginé une énergie illimitée qui permet de faire avancer des trucs. À l'époque, c'était juste dingue, parce que tout fonctionnait à base d'énergie fossile, machin, de trucs où les ressources étaient hyper rares, et le mec avait 2 siècles d'avance sur tout, quoi. Il avait théorisé le voyage sur la Lune, etc. Bref, Jules Verne est un visionnaire, et ses bouquins n'ont pas vieilli. C'est des bouquins universels que vraiment, quand je passe devant un bouquin de Jules Verne, mais je suis émerveillé. Et je l'ai découvert sur le tard, j'ai découvert vers 27 ans. En tout cas, je recommanderais toujours aux gamins de lire Jules Verne pour avoir un mindset un petit peu à l'américaine, mais avec une âme française. Parce que le problème des Français, c'est qu'on est trop branché vers le passé, mais vraiment dans le côté vieux du terme. Et Jules Verne, c'est pour moi, le seul auteur français qui va vraiment de l'avant. Et pour ceux qui veulent vraiment avoir un mindset de conquérant, d'explorateur, etc., je conseille Jules Verne. Pour ceux qui veulent découvrir et comprendre la psychologie féminine et la psychologie humaine, masculine, enfin humaine en général, mais surtout la psychologie féminine, lisez Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, il a tout compris. Vous lisez Une vie, votre rapport aux femmes va changer radicalement, parce que vous allez comprendre que les femmes, c'est pas toutes les conneries qu'ont sorti les mythos, les masculins, etc. On est dans autre chose, on est dans le factuel, dans le réaliste. Et Une vie, ça a été vraiment écrit par quelqu'un qui connaît les femmes. J'ai jamais autant été bouleversé par un bouquin, vraiment. Et pourtant, je déteste la littérature française. Enfin, je respecte la littérature française, attention, mais ça, j'en parlerai dans une autre question qui me branche sur la littérature française. Mais moi, j'aime bien les trucs qui vont au concret, chose que faisait Maupassant. Maupassant, c'est un petit peu pareil comme Jules Verne, un auteur anglo-saxon, en français avec une technique à l'anglo-saxonne. Il dit les choses de façon claire, simple, concise, précise. Il part pas dans 50 000 ramifications, il fait pas 250 000 digressions, il va au concret, basta. Et Une vie, c'est vraiment pour moi le bouquin qui synthétise le mieux l'esprit féminin, bien meilleur pour moi que Madame Bovary. Et bref, je conseille aux jeunes Une vie pour comprendre les femmes, et pour appuyer vraiment le mindset un peu à l'américaine, mais dans le bon sens du terme, je conseillerais toujours les bouquins de Napoléon Hill, notamment Comment devenir riche. C'est pas simplement un bouquin sur comment devenir riche, comment faire fortune, c'est davantage un bouquin de psychologie, comment devenir riche aussi bien financièrement que spirituellement. Et quand j'ai découvert Napoléon Hill, pareil sur le tard, ça a été un mindfuck, parce que je me suis dit, la vache, le mec, le mec, il a une vision d'avenir tout en restant positif, il cherche pas à écraser les autres, il est vraiment dans dans la construction, vraiment avec un grand C. C'est l'anti-Jordan Belfort, c'est l'anti-Loup de Wall Street, quoi. C'est un autre monde, c'est un autre univers, et rien que ce bouquin, le succès par la pensée constructive, ça c'est un remède contre la dépression, quoi. C'est vraiment un bouquin à faire lire à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. C'est Napoléon Hill, c'est même pas un économiste, c'est même pas un écrivain, c'est un philosophe, le mec. Et c'est pour moi, je veux dire... motivateur hors pair, Napoléon Hill a étudié les vies des millionnaires célèbres, Henry Ford, Rockefeller, Graham Bell, etc. L'auteur de Réfléchissez et devenir riche. Et c'est un mec qui est vraiment,
Tiens, voilà. Le succès par la pensée constructive est l'un des meilleurs livres écrits sur la science du succès. Napoléon Hill y démontre que notre attitude dans la vie détermine notre destinée. Il vous apprendra à vous débarrasser de vos sentiments négatifs et à transformer votre frustration en motivation pour accomplir de vrais miracles. Étudiez les lois de ce livre, devenez un étudiant du succès et appliquez ces principes. Une nouvelle vie riche et passionnante s'ouvre à vous. Oubliez les bouquins de gourous, influenceurs, machin. Tous ces mecs-là sont globalement inspirés de Napoléon Hill. Mais Napoléon Hill, bah, c'est le père de la pensée positive et constructive. Et ce mec-là, c'est le maître à des années-lumière de tout ce que les mecs ont essayé de sortir de lui, de tous ceux qui ont essayé de l'imiter. Bref, les jeunes, vous posez pas de questions, vous lisez Napoléon Hill. Ça va changer votre mindset pour toujours et dans le bon sens. Je te dis à bientôt mon grand, étudie bien à l'école. Alors à l'école, on t'apprend pas forcément que les trucs spécialement intelligents, et l'école c'est particulier, j'aurais des tas de choses à dire, mais faut apprendre à discerner ce que t'apprends, faut être curieux, faut apprendre des tas de trucs, faut s'intéresser aux autres, s'intéresser à d'autres cultures, faut bouger, faut voyager, quand on aura l'opportunité, faut travailler aussi pour avoir une forme d'humilité, pour comprendre ce que c'est que la vie, le monde du travail, et puis je parle de boulot physique, de boulot dur, pour apprendre. De toute façon, le physique, il est fait pour ça, on n'est pas fait techniquement pour travailler que derrière un écran, ce genre de trucs, chose que je fais. Mais bon, derrière moi, j'ai 10 ans de travail physique, etc. Et donc je connais un petit peu ça. Et cette expérience m'a permis de créer une certaine forme d'humilité, une épaisseur, un rapport à la vie qui est, on va dire, concret. Et ça, j'estime que c'est important pour tous les gosses. Donc voilà, faut pas hésiter à travailler, faire du sport, à apprendre bref, voilà, la base de la base, hein, mais bon, il faut toujours répéter la base pour que justement ça rentre. Moi, si on m'avait répété ça, on va dire, de façon plus régulière dans ma vie, croyez-moi, j'en aurais eu une autre. Question d'Antoine. Voilà ma question. Si ta vie était un film, lequel serait-il? Ma vie n'est pas assez fascinante pour que ce soit un film. Par contre, je connais plein de potes qui, eux, mériteraient qu'on fasse des films sur eux. J'ai un pote qui va se reconnaître, qui a été, qui a été batteur dans un groupe de rock, qui a fait des concerts aux États-Unis, au Canada, au Mexique, qui a fait mille et un boulots. Là, il mériterait une série entière sur sa vie. Moi, perso, je suis un petit joueur, je mérite certainement pas un court-métrage. De Chikami, un réalisateur français que tu apprécies, Yann Kounen. Bon, même si c'est un réalisateur plus ou moins hollando-français, bon, je vais le considérer comme français parce qu'il est très bon, même si j'estime que la France le mérite pas, tellement ce mec est talentueux. C'est le réalisateur de Doberman, pour moi un film intemporel, le meilleur film d'action jamais produit dans les années 90, aussi bien du côté américain que français, et j'assume ce que je dis. Au niveau esthétique, ce film a 10 ans d'avance sur son temps. Un acteur français, alors pour ma génération, je dirais Benoît Magimel, excellent, vraiment Benoît Magimel, et aussi Sami Nasri, ils faisaient tous les deux un super duo excellent dans Need Gap. C'est vrai que, on pense pas assez à Sami Nasri, mais pourtant c'est vraiment un grand acteur, et c'est dommage qu'il ait fait trop de conneries, parce que franchement, ça aurait pu être un grand nom. Ça me fait toujours mal quand j'y pense. Alors après, le mec, je dis pas, hein, niveau personnalité, ça doit être une vraie purge à supporter au quotidien, mais du point de vue de l'acting, il était juste monstrueux. Et si on doit parler d'acteurs plus vieux, parce que là j'étais du moins dans les acteurs, on va dire, années 90, 2000, si je dois parler d'acteurs plus anciens, je dirais Michel Serrault, Gérard Depardieu, dans les années 80, 70, il était génial. Également Jean-Pierre Mariel, que j'adore, mais si je devais t'en citer qu'un seul, c'est trop compliqué. Hein. Allez, je vais dire Benoît Magimel, allez. Voilà. Question de Thomas, salut Matt, es-tu fan de manga et d'anime? Non, je suis désolé, je ne regarde pas de manga, à part All You Need Is Kill, que j'ai dévoré, manga qui a été adapté au cinéma, Vivre, Mourir, Recommencer, Edge of Tomorrow, mais en soi, je lis pas beaucoup de mangas, j'en lis presque jamais, mais par contre, je peux écouter des fans d'anime pendant des heures. Encore une question de Challenger of the Worlds, quel est ton peintre autrichien préféré? Petit filou, je ne vais pas tomber dans ton piège, non, je ne vais pas en citer un seul, mais deux, Egon Schiele et Maria Lassing. Question de Cédon Teller, est-ce que tu penses qu'on a encore des choses à apprendre de la littérature classique, style Balzac, Zola, etc. Non, je pense pas, tout a été plus ou moins étudié, puis des gens continueront à étudier ça. Moi, je suis pas un fan du tout de cette littérature-là, même si je respecte à fond, et je serai un éternel défenseur des bouquins, notre littérature, notre patrimoine. Même si je suis américanisé jusqu'à l'os, je suis un fervent défenseur de notre culture. Et le truc, c'est que moi, quand je passe devant un rayon bouquins, à la librairie, des bouquins, je touche, j'ouvre, j'adore sentir les bouquins, j'adore ça. Alors pas tous, mais par contre ceux de la collection Folio Classique, je sais pas, ils ont une odeur, j'adore ces bouquins-là. Des fois j'en achète pour même pas les lire, c'est complètement con. Mais je suis pas spécialement, j'ai pas d'atome crochet avec la littérature française parce que pour moi ça s'étale beaucoup trop. Je suis plus à fond sur la littérature anglo-saxonne, comme Jack London, quoi d'autre encore, Faulkner, qui d'autre, Hemingway, Henry Miller un petit peu. Bukowski, bien évidemment, c'est ma référence absolue. Par exemple, tu as des bouquins comme Dumas, j'ai lu Les Trois Mousquetaires, c'était cool, c'était super intéressant, mais alors, Le Comte de Monte-Cristo, c'est quoi ce bordel? Ça s'éternise. 700 pages pour le premier tome, 700 pages alors qu'il n'y a que vraiment 30 pages qui sont intéressantes. C'est le passage avec l'abbé Féral ou je sais pas quoi, quand Dantes il est en galère dans sa cellule et qu'il tchatche avec l'abbé Féral. C'était génial ce passage. Tout le bouquin ça aurait dû être que ça, parce que c'était un passage qui était bouleversant, poignant.
Tout le reste, c'est que ses pensées, ses plans, ça n'en finit pas, c'est interminable. Bref, j'ai pas du tout été réceptif au Comte de Monte Cristo. Je sais pas ce que le film va valoir, celui qui va sortir prochainement, mais en tout cas, je suis pas un fan, même si j'essaye, je me force. J'essaye de lire, comment s'appelle, le bouquin de Stendhal, j'essaye de lire un petit peu, comment il s'appelle, les bouquins de, comment il s'appelle, de Flaubert. J'essaye de m'y intéresser. Je pense que ça viendra avec l'âge, je pense, mais actuellement, je suis plus à fond dans la littérature anglo-saxonne et les bouquins de Jules Verne et de Guy de Maupassant à la marge, parce que ils ont un style, comme je l'ai dit, qui va droit au concret. Bon, je sais pas si je réponds concrètement à ta question, mais j'estime qu'on a plus ou moins tout dit, tout appris, mais il faut quand même rester sur ces classiques, les relire de temps en temps. Je vous inviterai jamais assez à lire vos classiques, ne serait-ce que pour, on va dire, préserver l'héritage de nos ancêtres. Question de Vive Ben, un livre qui a changé ta vie, fiction ou essai, Factotum de Bukowski, parce que je me dis putain c'est cool, il y a un mec qui a une vie de merde comme la mienne, et franchement je me reconnais beaucoup en lui, donc c'est un livre qui a quelque part changé ma vie dans le sens où c'était pas spécialement une fatalité d'avoir une vie atroce, je veux dire sans espoir, sans perspective, ça m'a rassuré de voir qu'un autre avait vécu ça, et qu'il l'a couché sur le papier. Moi et les nombreux prolos qui ont lu ce bouquin, on s'est senti beaucoup moins seuls, ça nous a fait beaucoup de bien, même si des bouquins de Bukowski je retiendrai davantage La Machine à... Bref, lapsus révélateur, parce que c'est le nom d'une nouvelle dans le bouquin, c'est Conte de la folie ordinaire, qui est génial, qui est super drôle. Franchement, ce bouquin, ouais, on va dire, a changé ma vie dans le sens où je vais pas dire que ce livre a changé ma vie, mais il m'a fait beaucoup marrer. Mais si je dois parler de livres qui m'ont vraiment fait changer ma vie, je sais pas... Parce que j'en ai lu pas mal, hein, je veux dire, des bouquins de Bret Easton Ellis, les bouquins de Jack London aussi, je dirais ouais, les bouquins de Napoleon Hill, mais je les ai découverts sur le tard malheureusement, donc c'est pas vraiment des bouquins qui ont changé ma vie. Un film qui a changé ta vie, là pour le coup je dirais American Beauty, parce que c'est un, comment dire, je me suis bien vu dans la vie de Lester Burman, bien plus que dans la vie de Tyler Durden, parce que oui, quand on était gosse, on a tous adoré Fight Club, on voulait tous ressembler à Brad Pitt, mais bon, on est très peu nombreux à avoir le quart du charisme de Brad Pitt, donc je me suis plus, on va dire, intéressé à des films qui me ressemblaient davantage. Pour le coup, je me suis pas mal retrouvé dans le personnage de Lester Burman, et ce film a changé ma vie, il a changé mon rapport à la consommation, au matérialisme, à la vie de famille, au rapport au corps, tout ça. C'est un film magique, merveilleux, et je recommande. La plus belle ville du monde selon toi, je dirais Sydney, c'est la plus belle ville que j'ai visitée, même si malheureusement, il faut être blindé de thunes pour pouvoir faire ce qu'on veut. En tout cas, j'ai trouvé cette ville juste parfaite. Si tu es président un jour, tu changes juste une chose, tu choisis quoi? Je supprimerai l'école privée, et je sais que ça va faire hérisser les poils et les cheveux de tous ceux qui ont mis leur mouflé en école privée, ce que je peux comprendre totalement. Moi aussi, j'aurais préféré être en école privée plutôt que dans un public horrible, où c'était la jungle, où vraiment chaque jour que j'arrivais au lycée, au collège, chaque jour que j'arrivais au collège, je me disais mais à quoi sert la vie? Quel est le but? Quel est le projet, quoi? C'est ça, la suite, mais c'est atroce, quoi. J'aurais préféré largement être en privé, largement. Quand j'écoute mes potes qui étaient dans le privé et quand je compare avec ce que je me suis farci dans le public, et je vois qu'il y a des galaxies entières qui nous séparent, quoi. Ne serait-ce qu'en termes de tranquillité, en termes de qualité de cours, etc. Mais le truc, c'est que l'école privée mine l'école publique. On croit que c'est l'inverse. On croit que, si on supprime l'école privée, ça va en quelque sorte niveler vers le bas. Attends, c'est quoi le terme qu'on utilise déjà? C'est quoi le terme? C'est en gros, c'est niveler par le bas ou... Je me souviens plus c'est quoi le terme, mais en gros, j'estime que si on supprime l'école privée, tous les bourges et les gens d'influence vont être obligés de télescoper leurs gosses dans le public, ils vont être confrontés à la réalité, et quand vous êtes confrontés à la réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas d'autre choix que de l'affronter. Aller dans l'école privée, c'est fuir la réalité. Parce qu'il faut pas croire, ceux qui mettent leurs gamins en école publique, vous croyez qu'ils ont le pouvoir sur quoi? Ils peuvent rien changer. Or, ceux des hautes sphères qui mettent leurs gosses dans le privé, vous les envoyez dans le public, ils vont se dire merde, ah ouais, c'est quand même galère, quoi. Ils se sont cassés la gueule, ils sont rackettés, les cours c'est une catastrophe, les profs ils sont plutôt moyens. On va peut-être essayer de changer les choses parce que il n'y a que ceux qui mettent leurs gosses dans les écoles privées qui auront les moyens de changer les choses du point de vue politique. Donc si on les force à se mettre à notre niveau, ils changeront les choses en interne pour améliorer ces choses. On leur dit non mais les gars, cherchez pas, vous pourrez pas vous planquer, vous pourrez pas aller dans le privé, vous changez les choses en interne ou rien. Et là, je peux vous garantir que le niveau augmentera à tous les niveaux. Il y aura beaucoup moins de laxisme, il y aura un niveau qui sera beaucoup plus exigeant, il y aura, je pense que ça peut aller que dans le mieux. C'est ma théorie et je me plante peut-être. On est qu'en discussion de bistrot les gars, on est juste en mode discussion entre potes, entre nous. Que, les gars, soyons honnêtes, ceux qui vont dans le privé, moi je les connais ceux qui vont dans le privé, ils vivent un petit peu dans une bulle, ils sont dans leur monde. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là, avec ceux de la base? Et c'est ça le problème. En France, il y a une déconnexion sociale qui est palpable. Les gens vivent dans leur caste, mais en plus ne se parlent pas. Alors qu'à l'étranger, moi je voyais très bien comment fonctionnent les anglo-saxons, les américains, les anglais, même dans les pays de l'Est,
tout le monde se parle, pauvres comme riches, alors qu'en France, on voit bien qu'il y a une frontière sociale qui est palpable, et je vois très bien la différence de rapport qu'il y a entre les gens. Les bourges méprisent les prolos, on accuse en plus les pauvres de mépriser les bourges, alors ça c'est quand même fort de café. Alors ils prennent tout dans la gueule, ils font les boulots les plus sous-payés, les plus, les plus dégradants, ce que vous voulez. Ils ont droit à aucune considération, rien, mais ils ont même pas le droit en plus d'oser critiquer, ceux qui font de leur vie un enfer, quoi. Et j'estime qu'il faut justement rassembler ces gens-là, faire en sorte qu'ils vivent entre eux, un petit peu les forcer malgré eux à vivre entre eux. Ce sera pas forcément facile, ce sera pas fun, mais je pense que c'est la meilleure solution pour aller de l'avant. Parce que tel qu'on fait là maintenant, à savoir cette espèce de ségrégation sociale, on sait très bien où ça va finir, on sait très bien où ça va... On a déjà tous les signes devant nous. On voit très bien les élites qui nous dirigent, qui viennent tous d'écoles privées, ils ne connaissent rien de la base, et on voit très bien vers quel chemin ils nous emmènent. Mais bon, malheureusement, ou heureusement pour certains, ça dépend du point de vue, je ne suis pas au pouvoir, donc l'histoire est réglée. Es-tu favorable à une indépendance ou autonomie de la Normandie? Non, je crois pas à ces conneries. Pour moi, l'autonomie régionale, c'est un truc d'illuminés, de marginaux, complètement déconnectés du monde réel. Non, on fait fusion ou rien du tout, quoi. As-tu déjà lu René Guénon? Si oui, qu'en as-tu pensé? Non, je lis pas ces trucs-là, c'est trop perché, trop compliqué. Mais en tout cas, si tu veux bien qu'on en parle par MP, y a pas de problème, si tu veux bien me faire une synthèse, volontiers. Tes BD préférés, je dirais Black Sad. J'aime pas le côté mélo, mais j'adore le dessin, puis le concept de ramener des animaux à la vie en mode humanoïde, j'aime bien. Donc salut mon Viven, excuse-moi pour les digressions. Question de Nico, plutôt support physique ou plateforme dématérialisée? Alors moi je suis support dématérialisé parce que ça coûte moins cher et parce que moi avoir l'idée que mes affaires puissent tenir dans plus de 3 sacs de sport, déjà ça me stresse, donc je suis plus dématérialisé parce que j'aime bien bouger, mais par contre je suis pour le matérialiser à fond parce que s'il se passe un blackout, une invasion de zombies, une dinguerie, on sera content d'avoir nos DVD, nos bouquins, etc. Donc je suis à fond pour le support dématérialisé. Question d'Elodie, ton jeu préféré et quel style de jeu préféré? Mon jeu préféré, bien évidemment, c'est Red Dead Redemption 2 parce qu'il est complet. Et mon style préféré, je dirais les trucs un peu Age of Empires, quoi, les trucs style stratégie, tout ça, j'aime bien. Et pour toi, c'est les RPG. Bah écoute, excellent choix. Question de Maya, que penses-tu de l'ascension du MMA dans le monde du cinéma et que penses-tu de la promotion canapé Hollywood? Ma promotion canapé, je sais pas trop comment dire, c'est triste, hein, parce que c'est mine de rien, c'est de l'anti-talent absolu, quoi, donc c'est pour ça que ça devrait être un peu plus contrôlé, mais bon, je dis ça, c'est un vœu pieux, mais entre guillemets, c'est vrai que, de toute façon, en tout cas, je pense pas que ça concerne qu'Hollywood, hein, mais c'est vrai que ça fait, là, pour le coup, ça pistonne, on va dire, des gens qui, techniquement, ne sont pas spécialement à leur place. Et l'ascension du MMA, écoute, je dis que c'est une bonne chose, parce que dans les années 80, on avait la boxe anglaise au cinéma, dans les années 90, c'était le karaté, les années 2000, c'était le Krav Maga, maintenant c'est le MMA, donc ouais, c'est logique, c'est une évolution, on va dire, normale. Question de Laurie, qu'est-ce qui t'a motivé à parler de cinéma sur YouTube? Alors au début, je voulais faire une chaîne de fitness, mais ça avait bidé, parce qu'il y a trop de concurrence, et comment dire, j'ai pas un physique de top modèle, et je voulais m'axer avant tout sur le bien-être, ce genre de truc, et je me suis dit, tiens, fais une chaîne de ciné, t'as à peu près foiré tout ce que t'as entrepris dans ta vie, donc pourquoi pas, ça pourrait peut-être marcher, donc essaye, on verra bien. Je me suis dit, avec les abonnés, tu vas peut-être les orienter au fur et à mesure vers la chaîne de sport, puis finalement, la chaîne de sport, j'ai oublié, parce que je pense que je ferai le coaching dans mon coin, parce que, comment dire, ça va demander... Déjà, la chaîne de ciné, ça demande déjà trop de boulot, alors faire une chaîne de sport à côté, ça demandera encore plus de travail, donc je pense pas que je ferai ça, je pense que je vais plus faire mon coaching à côté de ma chaîne ciné. Mais en tout cas, ce qui m'a motivé, c'est on va dire le fait de vouloir me faire connaître pour vendre mes programmes de sport à la base, ça par contre je le ferai sur ma chaîne, je pense, mes PDF, sur renforcement du dos, ce genre de trucs, quand ils seront terminés. Mais c'était aussi quelque part un pari personnel en mode, écoute mec, bouge-toi quoi, t'as été viré de ton 3e taf, parce que j'essayais un petit peu de faire des boulots de bureau, mais c'était pas pour moi, j'ai pas le process pour ça, j'ai pas l'intelligence pour ce genre de boulot, et je me suis dit, tu pourrais peut-être tenter quelque chose d'encore plus dur, d'encore plus compliqué, surtout dans une niche concurrentielle comme le cinéma, parce que le cinéma c'est un des rares trucs que je maîtrise bien en ce qui concerne la pop culture, tout ça, donc je me suis dit, t'as des trucs à dire, même si ça va être très dur au niveau de la niche, parce que c'est très concurrentiel, mais vas-y, tente, t'as rien à perdre, à part plus de temps, plus d'énergie, donc j'ai tenté, puis j'en suis là, et grâce à vous, encore une fois. Tu ne soignes pas particulièrement ton décor, est-ce que c'est un parti pris? Non, c'est juste un manque de moyens, tout simplement. Et sinon, pourquoi la chapka, la Ushanka, je précise, ça fait un petit peu Capitaine Marlowe? Moi je pensais plutôt en mode slave, un peu décalé, je trouvais ça cool. Très souvent d'accord avec tes avis, donc continue ta lancée mon gars. Écoute, merci, je vais continuer. PS, je dois dire que je sourcille un peu quand tu dis les gars, et je suis une fille, et moi aussi, je t'écoute. Écoute, je te remercie mon pote, non je déconne, merci à toi. Je dis les gars parce que c'est un peu comme les termes anglais où ils font hey guys, même quand il y a des meufs, etc. C'est même les filles qui disent hey guys quand elles vont dans des groupes de meufs. Mais en France, évidemment, faut bien faire attention à la... pas mégenrer ou je sais pas quoi, donc écoute, la prochaine fois je ferai salut les gars et les filles, voilà. Question de Lio, si tu devais être un personnage de série, lequel serais-tu et pourquoi? Je sais pas. Je dirais le personnage de Ray dans Hung, parce qu'il a des aventures qui sont marrantes et c'est dans un monde réaliste, ça me plaît. Moi j'aime bien les trucs réalistes, j'avoue. Et voilà.
Question de Dinor, salut mon ref. Quel est ton avis sur Gal Gadot? J'en ai aucun, c'est une actrice qui est plutôt jolie, mais en soi en termes de jeu, je la trouve pas spécialement géniale, même si elle se prête très bien au rôle de Wonder Woman, je trouve qu'elle était très bien dans ce rôle-là. Ton avis sur The Rock? Je sais pas, je regarde quasiment pas ses films. Ton avis sur Cameron? Très bon réalisateur, même si, évidemment, bien sûr, même si je n'aime pas ses Avatar. As-tu des films comme Heureux Gagnant, Argylle, Le Jeu de la Reine et Pas de Vague? Si oui, quel est ton avis? J'en ai aucun, je les ai pas vus. Continue comme ça, merci. Question de Pac-Man, si quelqu'un te met un flingue sur la tête et dit choisis 3 films de Christopher Nolan, tu les regardes là maintenant, d'une traite, sinon je te bute. Tu choisis lesquels et pourquoi? Ah, dur. Je vais dire Memento parce que j'ai bien aimé, Insomnia parce que je l'ai pas vu, donc quitte à souffrir, autant voir un film que j'ai pas vu de sa filmo, et en dernier, je choisirai Interstellar parce que je dirais que c'est le meilleur de ces films les plus récents. Mais par contre, si tu me laisses le choix entre mater à la suite Dunkerque, Tenet et Oppenheimer, je choisis le flingue direct. Question de Sébastien Cosmos, salut mon Seb. Hello Matt, c'était réalisateur, quelle personnalité historique, politique, militaire, artiste, scientifique, de n'importe quelle époque, budget confortable, liberté artistique tip top, qu'est-ce que tu mettrais en scène dans un biopic et quel acteur? Actrice choisirais-tu pour jouer le rôle? Bah écoute, on va rester cocorico parce que personne fait des films sur nous à part les Américains et souvent ils le font mal, on l'a vu avec le dernier Napoléon, bah je ferai un film sur Vercingétorix. On oublierait le Vercingétorix de 2000 et on ferait un Vercingétorix d'éther, avec des moyens à l'américaine, je veux dire mais pas un truc à la Ridley Scott, mais je veux dire avec et pas un truc à la trop française, je prendrais un réalisateur comme par exemple Jean-François Richer ou un mec comme ça, et comment dire, bah ouais, je ferais un film sur les Gaulois, quoi. Les Gaulois, franchement, ça m'a toujours fait délire. Pas un film trop manichéen, parce que j'aime bien, mine de rien, l'Empire romain, tout ça, donc je sais pas, faudrait faire un truc assez original, qui prend pas spécialement parti pris. Un truc ou à la 300 ou un truc plus réaliste à la Alexandre serait bien. À la Oliver Stone serait bien, on est Oliver Stone. Bah tiens, je prendrais Oliver Stone pour réaliser un film sur Vercingétorix, d'autant plus qu'Oliver Stone il parle français. Et sachez-le. Et comment dire, ouais, ce serait bien de mettre en scène nos Gaulois, hein, parce que bon, c'est vrai que le cinéma français, on attend toujours qu'il s'attaque à notre histoire, hein, mais non, visiblement, à part faire des films sur des artistes un peu bizarres, un peu excentriques, faire des films dont on se fout complètement sur certaines périodes de l'histoire, des trucs qui touchent, des films de niche, là, ce serait bien de faire un film justement sur nos ancêtres, hein, les Gaulois, hein, et ce serait original, ça nous changerait d'Astérix, et ce serait fun, ça nous proposerait des bonnes batailles épiques, bien. C'est nos Vikings à nous, donc ouais, un film sur les Gaulois, sur Vercingétorix, avec un mec comme Oliver Stone. Quand il avait genre 50 balais, ça aurait été parfait pour moi. Et si je devais prendre un réalisateur français, bah, je prendrais un mec genre Emilio Siri ou des gars comme ça, Jean-François Richer, des gars comme eux, quoi. Question de JK, pourrais-tu nous expliquer ce que tu as fait dans ta life avant d'ouvrir ta chaîne? Si tu as d'autres projets que tu n'as pas pu réaliser, bah écoute, j'ai quasiment que des projets que j'ai pas pu réaliser, mais mes projets les plus abordables et que je vais réaliser, que je veux réaliser, c'est mon e-book sur le renforcement du dos, et ma carrière de coach sportif qui va démarrer prochainement, incessamment sous peu, hein, quand j'aurai le diplôme, et quand ils daigneront vouloir me l'envoyer concrètement, je veux dire sous format papier. Et ce que j'ai fait dans ma vie, bah manutentionnaire, manœuvre sur des chantiers, chauffeur-livreur, animateur, babysitter, quoi d'autre, épurateur, j'ai fait plongeur en restauration, serveur, que des petits boulots, sous-payés, sous-qualifiés. J'ai fait un peu d'intérim en parallèle de la chaîne, j'ai fait surtout de la manutention, de la mise en rayon, des trucs comme ça. Un des boulots les plus pénibles que j'ai fait, c'était charger un wagon-conteneur, un conteneur de bateau avec des sacs de 25 kg de poudre, de lait ou je sais pas quoi pour la Jordanie. C'était une cadence non-stop, hardcore, fallait pas s'arrêter, fallait charger et décharger 2 conteneurs, ça a pris, sans pause quasiment. Ouais, sur toute la journée, je me souviens, j'avais été payé, je crois que j'avais fait ça pendant plusieurs semaines, mais genre, pour une journée de taf, t'étais payé, je crois, à 60 balles, une misère, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils me font marrer quand ils disent manque de main-d'œuvre, c'est des conneries, parce que moi, dans toutes les missions intérim que j'ai faites, on se battait pour des tafs de misère. Vraiment, il y avait un manque de main-d'œuvre, et ben il ferait un truc que tout le monde fait dans le monde entier, sauf ici, c'est augmenter les salaires. T'as un manque de main-d'œuvre, t'augmentes les salaires. Tu verras que t'auras plus de manque de main-d'œuvre. Ubisoft va crever, est-ce que tu peux me remercier pour mon soutien et mes dons faisant la pub de ma chaîne? Bah écoute, voilà, ta chaîne, elle est là, abonnez-vous les gars, et merci pour tes dons, merci infiniment pour ton soutien, toi aussi, et si je peux me permettre un petit conseil, sois un peu plus cordial, enfin, sois un peu moins vulgaire dans tes commentaires, ça ne pourra que te faire du bien, et en même temps, ça ne pourra t'aider que pour ta chaîne. Voilà pour cette FAQ, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, maintenant je vous laisse tranquille, j'espère avoir répondu comme il fallait, je vous fais plein de gros bisous, soyez fiers de qui vous êtes, faites un maximum de choses, et prenez soin de vous. Plein de bisous.